souhaiter la création d'un État comme celui de l'AES, j'ai envie de répondre tout de suite oui, et puis de développer par la suite. Pourquoi oui? Parce que nous sommes face à un remake de l'histoire, en réalité. Il me souvient qu'il y a eu cet empire, ces États regroupés, Sénégal, Mali et Haute-Volta à l'époque, dans le Burkina Faso actuel, au sortir de l'indépendance, cela relève des gens comme Mamadou Dia, Modibo Keïta, et ça dénotait déjà de quelque chose à l'époque. Cette réalité qui veut qu'en mutualisant, on peut aller plus vite. Parce qu'on mutualise les ressources, on mutualise les infrastructures. Et bien qu'à l'époque, cette fédération n'ait pas prospéré longuement, parce qu'elle a été abattue en plein vol par des intérêts géopolitiques qui étaient divergents, force est de remarquer que plus de 50 ans plus tard, à peu près, nous venons vers un schéma similaire. Cette fois sous la férule du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Je voudrais d'abord, pour ceux qui aiment les chiffres, et encore plus leur dynamique, et leur symbolique, souligner que l'AES, c'est 3 pays qui se sont détachés de la CEDEAO, donc des 15 pays de la CEDEAO, qui est un bloc de 5 millions de kilomètres carrés. Ces 3 pays, eux seuls, font 2,5 millions de kilomètres carrés. 3 pays, 70 millions d'habitants, 2,5 millions de kilomètres carrés, sur un ensemble de 5 millions à peu près, pour 210 millions de population. Alors, pourquoi j'évoque ces chiffres? C'est très important. C'est pour dire que si on peut noter que sur 15 pays, il n'y a que 3 qui se sont détachés, il faut regarder le poids démographique de ces 3 pays. Qu'est-ce qui pèse? Le choix aussi en termes de superficie. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on va vers une dynamique continentale? C'est parce que j'interroge la causalité profonde de la situation que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ces États arrivent au stade où ils veulent se détacher, ils veulent construire une autre dynamique? C'est parce qu'il y a des problèmes. Des problèmes qu'on n'a pas su aborder avec de la franchise. Parce qu'on va revenir sur la relation avec la France et ses anciennes colonies, puisque aujourd'hui, ce que nous observons, c'est principalement dans les anciennes colonies françaises. On observe qu'au sortir de la colonisation, des indépendances, il y a une volonté de partir tout en restant, en inventant une nouvelle élite africaine qui était au service d'agenda, pas forcément au profit de leur pays. Sauf qu'à l'époque où c'était fait, on était sur des rapports démographiques qui étaient des rapports qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Un pays comme le Cameroun, par exemple, à l'époque, avait à peine 3-4 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 30 millions d'habitants. La politique, c'était, OK, on va vous laisser vous enrichir, vous et vos familles, mais surtout, rien ne bouge en termes de solutions de développement. Mais est-ce qu'on peut continuer à avoir aujourd'hui comme politique ces choses qui ont été implémentées il y a plus de 50 ans, 60 ans en arrière, face à la pression démographique que vivent les pays aujourd'hui? Moi, je voudrais qu'on parle des chiffres à nouveau. Récemment, je regardais un article dans un journal qui annonçait des taux de chômage de l'ordre de 70% dans des pays, même comme la Côte d'Ivoire, qui réalisent pourtant des croissances à 2 chiffres. Et donc, ça pose un problème. Comment un pays qui a une croissance de 10% a ses concitoyens qui se retrouvent à cet âge là sur les routes de l'exil clandestine, l'immigration clandestine. Et donc, on arrive très vite à cette conclusion que nous avons des économies qui sont extraverties. La plupart de cette croissance est réalisée par des multinationales qui, une fois qu'elles ont réalisé cette croissance, rapatrient les profits vers leur pays d'origine. Donc, il y a une rupture de création de la chaîne de valeur. Et la conséquence, c'est que, puisque ce n'est pas Mamadou qui est l'opérateur économique local qui a réalisé cette croissance, et donc, face au gros profit, pour vouloir réinvestir dans nos activités, donc on a une continuité de la chaîne de valeur, les capitaux s'en vont et les problèmes démarrent. Donc il faut bien comprendre quelle est la problématique qui amène aujourd'hui les Africains à cette situation, à la situation aujourd'hui où c'est
détestation, il ne faut pas mâcher les mots, parce que le problème que nous avons, notamment avec l'ancienne puissance tutélaire, c'est que les différents acteurs qui se sont assis autour de la table pour interagir des deux côtés pour penser cette coopération n'ont jamais été sincères. Ils ont passé le temps à se dire des belles paroles, des choses qui les arrangent, mais des choses qui ne reflétaient pas les réalités. Ces réalités, aujourd'hui, elles rejaillissent sous la férule de nouveaux leaders politiques que personne ne connaissait. Observez qu'au Mali, au Burkina Faso, comme au Niger, nous avons quoi en guise de leadership actuel? On a des gens qui étaient des parfaits inconnus. On a une rupture de tous les apparatchiks qui se sont succédés au pouvoir depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Quand on pousse même le bouchon un peu plus loin, dans une démocratie comme le Sénégal, on vient de voir élus à la tête du Sénégal des gens qui sortent des schémas classiques, habituels. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tant que nous n'avons pas questionné la causalité profonde des problèmes auxquels on est confronté, on ira toujours vers un accroissement de ce qu'on est en train de vivre. C'est ça qui nous rend optimistes sur l'extension, ou plutôt, j'allais dire, la répétition de ce que nous voyons au niveau de l'AES, qui peut nous amener donc vers une dynamique continentale. De toutes les façons, ça n'a jamais fait illusion. On a toujours su que du jour au lendemain, on n'aura pas un État fédéral qui va se construire avec les 54 pays africains. C'est impossible, il y a beaucoup de disparités. Donc l'idée, c'était de partir de petits ensembles sous-régionaux et puis à partir de ces ensembles régionaux d'agréger pour créer finalement une dynamique fédérale africaine, un peu comme les États-Unis sont constitués. On ne va pas commencer tout de suite avec tous les États. Les États se sont agrégés au fur et à mesure autour d'un projet qui était séducteur et qui portait en lui des germes de prospérité. Donc moi je crois que, et ça c'est mon avis, je peux me tromper, mais au regard de la profonde connaissance que personnellement j'ai de la situation, j'ai fait à peu près tous ces pays africains qui sont concernés dans le cadre du travail, j'ai sondé l'humeur de la société profonde, j'ai rencontré les vrais gens. Il y a un vrai ras-le-bol aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas continuer à avoir un pays qui a 30 millions d'habitants et à peine 3% de la population qui a un salaire tous les mois. Et quand je vous le dis, je n'exagère pas le trait. Prenez un pays comme le Cameroun, vous avez 754 000 salariés du privé, 324 000 avec l'armée du public, sur une population de 30 millions d'habitants, ça fait à peine 1 million de personnes qui ont un salaire tous les mois. Ça veut dire que pour que les 30 millions vivent, il faudrait que chacun de ces 1 million s'occupe de 30 personnes. C'est juste pas tenable. Donc aujourd'hui, on est face à une situation économique qui apporte le rejet au pouvoir de tous les équilibres qui ont été installés auparavant. Et le problème de cet équilibre, c'est qu'ils ne se sont pas réinventés. On a une élite, c'est Bourdieu qui parlait de la reproduction sociale. Et j'aime bien parler de Bourdieu devant un anthropologue, sociologue, c'est Bourdieu qui en parlait, pour dire que même ceux qui sont ici au niveau hexagonal, au niveau de l'Europe, appelés à repenser ces nouvelles politiques, ne se sont pas mis à jour parce qu'ils ne se sont pas reproduits. C'est les fils d'eux qui ont entendu papa faire de la politique d'une certaine manière et qui viennent reproduire des schémas qui sont, à mon sens, complètement frappés d'obsolescence. Donc, l'intérêt de voir émerger des ensembles comme celui de l'AES, moi je pense qu'on aurait pu inventer une nouvelle relation, parce que mon sentiment, c'est que l'Afrique n'a pas réellement d'intérêt à ce que la France soit faible. Vous savez, une grosse partie de la sécurité sociale de cette Afrique a été sous-traitée à ces diasporas qui vivent dans ces pays. Donc si c'est les pays qui s'affaiblissent, eh bien cette sécurité sociale africaine va prendre, parce que tous nos pays sont organisés sans donc la sécurité sociale. Les gens qui sont malades, c'est l'argent que les diasporas envoient. Donc en réalité, il n'est pas de notre intérêt d'avoir une France qui s'affaiblit, une Europe même en général qui s'affaiblit. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut dire, c'est qu'on encourage facilement certains mimétismes. Quand on parle de l'invasion de nouveaux moules conjugaux, de nouveaux moules familiaux, de nouvelles formes de conjugalité, on encourage les Africains à les adopter. Bon, on ne peut pas
construire sous nos yeux, applaudi les deux mains, et aujourd'hui vouloir décourager des initiatives pareilles quand elles concernent l'Afrique. Surtout qu'on sait qu'individuellement, en restant dans les emplois coloniaux, rien de solide ne peut prospérer en réalité. On a aujourd'hui besoin de bâtir un secteur infrastructurel dynamique, et pour ça, il faut mutualiser. Il faut des projets transnationaux. Il faut des autoroutes qui vont de Bamako à Niamey, en passant par le Burkina Faso, Nouakchott. Bref, il faut désenclaver l'Afrique. Parce que ce vers quoi on doit fatalement aller, c'est vers l'industrialisation de l'Afrique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que petit à petit, on y arrive. Et c'est dommage. La France est un pays qui est une puissance nucléaire, donc il y a un vrai savoir-faire. Vous avez des sociétés comme Arriva, qui ont un savoir-faire qui est pluridécennal. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, que le premier projet du nucléaire civil qui est en train de vouloir émerger de ce côté, que ce soit un projet porté par des partenaires alternatifs. Pourtant, ces savoir-faire sont là, sont existants. Il aurait tout simplement fallu repenser la relation, se dire on ne peut pas continuer à faire de cette Afrique l'endroit où on va prendre la matière première pour développer ailleurs, pendant que les gens sont dans des paupérisations qui sont tout simplement scandalisantes. Donc, la dynamique continentale qui peut être impulsée à partir de l'exemple de l'AES, moi je la vois très fortement. Et ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, on est dans les luttes actuelles, il y a le facteur cognitif qu'il ne faut pas sous-estimer. La guerre est d'abord cognitive. C'est le maniement des symboles. Les gens y voient ce qui se passe, s'informent, ils regardent les réseaux sociaux, et à travers les réseaux sociaux, ils voient des initiatives qu'ils ont envie de reproduire. Donc si on a une AES qui réussit, une alliance des États du Sahel qui réussit, eh bien, ne soyez pas étonnés de voir que même par simple mimétisme, on voit germer dans d'autres zones de l'Afrique c'est des regroupements d'ensembles sous-régionaux qui vont aboutir à quoi? Qui vont aboutir à la dynamique continentale, donc à l'État fédéral africain. Donc en clair, pour me résumer, est-ce qu'on peut aller avec ce qui se passe avec l'AES vers une dynamique continentale? Je dirais oui. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés et qu'il faut peut-être solutionner. Parce qu'à mon avis, il n'est pas trop tard. Il y a des choses qu'il faut conjuguer. Moi qui vous parle, j'ai une famille à la fois africaine et française. Donc mon projet de vie, et ce n'est pas en termes de legs patrimonial de laisser à ma famille française une française. Mais il faut avoir des interlocuteurs qui veulent entendre un nouveau discours qui émerge. À force de se braquer, à force d'ostraciser ceux qui ont une vision un tout petit peu différente des choses, pour mettre autour de la table ceux qui tiennent le discours convenu, et on arrive à ces replis qui sont dommageables pour tout le monde, pour la France, contre l'Afrique. Et je pense que c'est dommage parce qu'on va vers quelque chose qui va être de l'ordre du drame. Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais il y a de vraies pertes de marché pour les pays européens aujourd'hui en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire pendant de nombreuses années aux gens qu'on ne peut pas faire quelque chose. Moi je suis allé au Congo-Brazzaville, je me retrouve à Maluku, dans le Mayom, et on me dit cette route, pendant des années, pendant 40 ans, cette route, il fallait faire 3 jours pour relier Pointe-Noire à Dolisie. Et pourquoi? Eh bien parce que le partenaire principal colonisateur a fait croire qu'il n'y avait pas possibilité de faire une route il n'y avait pas possibilité de faire une route sur cette falaise. Et les Chinois viennent 40 ans plus tard, leur disent maintenant on peut le faire, hein. D'ailleurs, vous n'avez aucun argent à sortir. Nous allons juste prendre tout ce qu'on va trouver comme ressources naturelles dans le pourtour à 100 mètres de la route. Et puis, ils ont sorti la route. On est passé de 3 jours à 2 heures de route qui relie le principal poumon agricole du Congo, donc Dolisie, au port de Pointe-Noire. C'est pour vous dire que, en l'absence, tant qu'on continuera à penser, à rester dans cette géopolitique qui a été pensée au sortie des indépendances, qui a fait de l'Afrique l'endroit où on va chercher de la matière première pour développer ailleurs pendant que les gens souffrent de l'autre côté, eh bien, on va fatalement vers
la dynamique continentale qui verra l'essor d'un État fédéral africain. Voilà, je vous remercie beaucoup.